Bonjour à tous, nous Bonjour à débutons toutes. Ouais, bonjour à toutes et à à tous. tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire et je vous remercie pour votre présence. On va commencer et les retardataires, je pense, nous prendront en cours de route. Je suis Florence Manessier. Hein, j'ai l'honneur depuis d'organiser ce webinaire donc avec Envirobat Centre, dont j'ai l'honneur d'être vice-présidente depuis 2024. Envirobat donc représente l'ensemble des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des professionnels et industriels, soucieux d'accompagner le secteur du bâtiment vers des solutions plus respectueuses de l'environnement, moins carbonées, plus circulaires, plus éco-conçues. Henri Georges, peut-être peux-tu nous présenter en quelques mots notre association Envirobat Centre Val-de-Loire? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Georges Boutor, je représente la direction d'Envirobat Centre. Donc, on existe depuis 2009. On est un centre de ressources et d'échanges ayant pour thématique principale la construction durable. Nous mettons en lien les différents acteurs de la construction, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et professionnels autour des thématiques suivantes: l'aménagement des territoires autour de la biodiversité, la frugalité, c'est-à-dire les relations entre les choix techniques et leurs impacts sur l'environnement, les bâtiments performants et durables, pour l'essentiel, dans lesquels on va retrouver les items comme le béton bas carbone, les constructions et évolutions des filières paille, chanvre et bois, la qualité de l'air intérieur, le réemploi des matériaux, les énergies renouvelables, la rénovation des bâtis anciens et d'autres thèmes. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre site web pour connaître l'étendue exacte de nos compétences. Et à ce jour, l'équipe est formée de 5 personnes. Donc, on a 3 chargés de mission, une chargée de mission communication et moi-même. Donc voilà, je redonne la parole à Florence. Bon webinaire. Durant le webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions via le module de conversation. Nous y répondrons à la fin afin de garder un maximum de fluidité durant la présentation. Et donc le webinaire d'aujourd'hui est consacré à construire en béton aujourd'hui, notamment sur les évolutions en réponse au réchauffement climatique. Merci Henri-Georges. Donc, on est accompagné aussi donc, par le SNBPE, le Syndicat national des bétons prêts à l'emploi, qui est membre d'Envirobat, qui porte cet engagement. Et nous sommes également membres de l'UNICEM, la fédération qui représente les professionnels de la filière des carrières et matériaux, dont on parlera tout à l'heure. 31 000 emplois directs pour 7 millions de chiffres d'affaires. Le matériau béton souffre souvent d'amalgame. On parle souvent de bétonisation, d'artificialisation. Mais ce béton, c'est un matériau historique très présent dans nos sociétés et pourtant méconnu, notamment pour ses capacités à évoluer, se transformer, pour répondre à l'impératif qui s'impose aujourd'hui à nous tous, qui est celui de la transition et des changements climatiques. C'est tout l'objet de ce webinaire que nous vous proposons aujourd'hui et qui sera animé par Stéphane Herbin, directeur bâtiment de Simbéton, et de Pierre-Yves Rollin, délégué régional ouest du SNBPE. Nous souhaitons donc que cette réunion, comme vous l'a dit Henri-Georges, soit en visioconférence, mais très interactive et objet d'échange. N'hésitez pas à solliciter la parole, poser des questions et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable webinaire qui, je l'espère, vous apportera les réponses à toutes vos questions et problématiques que vous rencontrez. Juste avant, Pierre-Yves, on pouvait peut-être parler de notre filière, non? On n'avait Oui. pas une petite salle sur notre filière. Juste deux choses pour un peu poser les choses sur notre filière. Donc, qui sommes-nous? La filière carrière et matériaux. Je vais juste focaliser un petit peu sur cette petite échographie qu'on voit, qui résume bien en fait notre profession. Vous voyez bien que ça, c'est très circulaire. Deux choses à retenir. Nous sommes une filière en circuit court. La filière carrière et matériaux, de la fabrication, de la production, donc de l'extraction en carrière, à la fabrication, à la livraison aux centrales à béton, ça se limite au département limitrophe. Donc c'est une filière pour. Ensuite, la livraison pour la construction de bâtiments tertiaires, de logements ou individuels, pareil, est en circuit court. Le béton a une durée de vie d'une heure, pardon, de 2 heures, pardon. Donc on est vraiment en circuit très court. Et la deuxième chose qu'il faut vraiment retenir, c'est en matière de construction, le béton est le seul matériau recyclable à 100%, même s'il est ferraillé. Peut être soit ensuite rentré dans la recomposition des bétons via des granulats recyclés, qu'on peut maintenant incorporer dans notre matière première via la NF, soit recomposé et transformé en GNT pour les TP.
Voilà, je laisse la suite à Pierre-Yves Rollin du SNBPE, excusez-moi, et à Stéphane Herbin de Simbéton pour la suite de ce webinaire qui va s'organiser autour de 4 axes. Le matériau béton, qu'est-ce que c'est? L'ARE 2020, la gestion des eaux et les bétons drainants. Et pour aller plus loin, nos prochaines rencontres et nos outils. Coupez vos micros, ça sera plus sympa pour écouter ce qui se passe. Et n'hésitez pas à lever la main ou écrire dans le chat vos questions. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci beaucoup Florence pour ce mot d'accueil. Merci aussi à Henri-Georges et Envirobat de nous permettre d'organiser ce webinaire aujourd'hui. On va, comme tu l'as dit Florence, 4 temps d'intervention et puis enfin il y aura aussi une partie questions-réponses. L'objectif qu'on se fixe avec Stéphane, c'est de prendre à peu près 1 heure pour aborder ces 4 points et ensuite de prendre un quart d'heure, 20 minutes au moins pour recueillir vos questions-réponses et répondre à toutes les interrogations que vous pourrez avoir. Donc, comme l'a dit Florence, moi je suis Pierre-Yves Rollin, je suis le délégué régional du SNBPE, syndicat du béton prêt à l'emploi. Je suis accompagné par Stéphane qui interviendra aussi sur ce webinaire avec moi et nous co-animons cette intervention. Donc déjà, premier élément, quelques rappels. Le matériau béton Kesako, qu'est-ce que c'est que du béton? Comment construire en béton aujourd'hui? Il y aura sans doute des éléments qui seront des évidences pour certains, mais l'objectif c'est qu'on remette aussi les choses à plat pour tout le monde. Donc premier sujet, le matériau béton, c'est un matériau historique qui est connu depuis l'Antiquité. La coupole du Panthéon à Rome en est l'exemple, hein, un ouvrage de plus de 2000 ans qui est toujours existant aujourd'hui. Alors, on ne parlait pas d'un béton moderne tel qu'il existe aujourd'hui, un béton qui n'était pas ferraillé d'ailleurs, mais un béton qui existe toujours, qui est durable, qui nous montre que le matériau béton peut tenir dans le temps à travers cet exemple. Le matériau béton a été réinventé au 19e siècle avec Monsieur Louis Vicat, qui a inventé le béton moderne fait à base de ciment et de clinker. On y reviendra après parce que c'est l'un des objets l'un des objets et l'un des enjeux pour la transition du matériau béton aujourd'hui. Et aujourd'hui, le béton, il est omniprésent, il est très présent du moins dans nos sociétés et dans nos solutions constructives, parce qu'il a des propriétés qu'aucun autre matériau aujourd'hui n'a su égaler. Il est résistant, il est durable, recyclable à l'infini, comme tu l'as dit Florence. Il est aussi résistant au feu, ce qui en fait une de ses propriétés particulières. Il est technique, avec des résistances très fortes en mécanique. Il est aussi économique. Aujourd'hui, le matériau béton est le matériau le plus abordable pour la partie gros œuvre, hein, avec un coût de construction de 15 à 20% moins élevé que les autres solutions constructives en moyenne. Et puis, il a aussi un avantage majeur, c'est qu'il est disponible partout. Comme l'a dit Florence, 95% des approvisionnements pour faire du béton sont dans un rayon local de 150 km. Donc, on a vraiment un matériau qui s'appuie sur une ressource locale, sur une souveraineté économique aussi de la France, et ce qui fait aussi sa force et sa puissance, c'est que on est sur un matériau qui soutient l'économie locale et dans une logique de circularité et de proximité avec les territoires. Néanmoins, le matériau béton aujourd'hui, il a un enjeu, puisque le matériau béton, il est par nature, et on y reviendra après, polluant, du moins il émet du CO2, il génère du CO2. Et donc l'enjeu aujourd'hui pour le matériau béton, c'est d'être moins polluant, d'émettre moins de CO2, tout en conservant ses propriétés originelles, qui sont ses résistances mécaniques, qui sont sa résistance au feu, qui sont son poids économique, qui sont aussi sa recyclabilité. Donc aujourd'hui, c'est tout l'objet du webinaire qu'on va vous montrer aujourd'hui, comment le matériau béton c'est se décarboner ou être moins impactant d'un point de vue environnemental tout en conservant ses différentes propriétés. Ceci étant dit, il est aussi important de savoir de quoi se compose le béton. Avec Stéphane, on a une métaphore que l'on aime bien utiliser, c'est que faire du béton, c'est comme faire de la cuisine. Pour faire du béton, vous avez 5 principaux ingrédients. Moi, je suis breton, donc je vais prendre l'allégorie des crêpes. Pour faire du béton, vous avez besoin de 5 constituants. Vous avez des adjuvants qui vont être votre levure, qui vont donner différentes propriétés au matériau béton. Vous avez le ciment qui va être votre farine. Vous avez les eaux qui vont être votre lait. Vous avez le sable qui va être votre sucre et les gravillons qui vont être vos œufs. Et pour faire du béton, eh bien, il suffit simplement, entre parenthèses, de mélanger ces 5 ingrédients pour obtenir un béton qui va ensuite être utilisé dans les différents usages de la construction, que ce soit pour faire des ponts, des tunnels, des maisons individuelles, des logements collectifs, aussi des solutions voiries, par exemple les bétons drainants dont on reparlera tout à l'heure. Et avec ces 5 constituants, sur une centrale à béton, vous pouvez faire jusqu'à 800, 900 formules différentes, donc 800 à 900 recettes de gâteaux différents, ce qui montre bien aussi la diversité des usages qu'on peut avoir avec le matériau béton. Et aujourd'hui, l'enjeu pour notre matériau, c'est de garder ces différents constituants, ces 5 ingrédients,
mais de prendre des constituants qui vont être les moins carbonés possibles, qui vont être le plus durables possible, et notamment des granulats, donc gravillons et sable, qui vont venir d'à proximité de la centrale à béton pour limiter le coût de transport lié au CO2, et d'avoir des ciments et des liants qui vont être moins carbonés, puisque une partie non négligeable de l'empreinte carbone du matériau béton est liée aussi au liant et au ciment, donc il y a un fort enjeu pour décarboner cette filière. Si je reprends mon allégorie de la cuisine, aujourd'hui, donc, pour décarboner le matériau béton, il est essentiel donc, de trouver des ingrédients qui vont être moins carbonés et plus plus écologiques, pardon. Et donc, l'objectif, c'est aussi indirectement donc, d'aller prendre des ingrédients qui vont être au plus proche de notre jardin, qui vont être cultivés de façon durable et qui vont être produits de façon moins intensive. C'est aussi ça, l'allégorie de la cuisine. Euh, Enfin, le matériau béton, il a aussi plusieurs propriétés. Et comme le disait Florence, hein, c'est un produit qui est ultra frais, avec une durée de vie entre la centrale à béton et les chantiers sur lesquels il va être mis en œuvre d'1 heure et demie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un maillage en termes de centrale à béton qui est assez fort à travers la France, environ 1800 unités de production de béton. Si on s'intéresse à la région centre, ce webinaire étant organisé avec Envirobat, on a à peu près 95 centrales à béton sur le territoire, donc un maillage assez fin qui permet de répondre aux besoins des chantiers à proximité. Il est fabriqué à la demande, on y reviendra après. Et comme on le disait, donc, il est utilisé sur des chantiers à proximité. Le durée de vie du matériau béton, c'est 1 heure et demie. Et la distance moyenne parcourue entre la centrale à béton et le chantier, c'est 18 km. Donc on est vraiment sur une échelle locale. On n'importe pas nos matières premières d'autres pays européens et on souhaite vraiment soutenir aujourd'hui et accompagner la décarbonation du secteur de la construction à travers des ressources locales et des produits qui vont être, et des ingrédients qui vont être moins carbonés. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a vu les différents ingrédients pour faire du béton, ce qui peut être intéressant aussi à mettre en valeur, c'est le process industriel du béton. Vous avez devant vous ce qui pourrait s'apparenter à une cuisine où on va faire le matériau béton, où on va stocker les ingrédients et on va ensuite les mettre dans un robot malaxeur qui va nous permettre de produire le béton. Donc, je vous disais 5 ingrédients pour faire du béton. Vous avez les premiers ingrédients, donc les granulats, qui sont les gravillons et les sables qui vont se mettre dans des cases. Ensuite, vous avez en dessous le local à adjuvant qui va permettre donc de stocker les différentes levures qui vont donner les différentes propriétés au matériau béton. Vous avez ce qui est emblématique et ce que l'on voit en général à plus longue distance de la centrale à béton, les silos, où on va stocker les différents liants. Vous avez en moyenne entre 3, 4 à 5 silos pour chaque centrale à béton qui vont permettre d'avoir différentes farines et donc d'être capable de produire différents bétons, notamment des bétons moins carbonés, on y reviendra juste après. Vous avez ici donc le super robot malaxeur où on va produire le béton, on va mélanger le béton dans ce robot. On va successivement y intégrer les cailloux, les gravillons, les sables, les ciments, puis l'eau et les adjuvants. On va mélanger le tout donc, dans ce robot malaxeur qui va faire en moyenne 2 à 3 mètres cubes pendant 50 secondes. Ensuite, la gâchée va dans le camion toupie. Et en général, on répète l'opération 3 à 4 fois pour qu'en 10 minutes, enfin 8 à 10 minutes, le camion toupie soit rempli et qu'ensuite il puisse aller alimenter le chantier sur lequel le béton va être mis en œuvre. Et enfin, petit élément aussi intéressant sur lequel on ne reviendra pas forcément en détail par la suite, mais qui nous semble important de valoriser, ce sont les eaux de process et le recyclage des eaux dans le process de production du matériau béton. Florence l'a dit, aujourd'hui le béton est recyclable à l'infini. C'est aussi une de ses propriétés fortes. Mais les autres process qui sont utilisés pour produire du béton dans le malaxeur, mais aussi dans le lavage des outils industriels et du camion, sont aujourd'hui décantés dans le but d'être utilisés au maximum dans le process industriel du béton et aussi pour laver les outils de production. Donc aujourd'hui, nos centrales à béton fonctionnent dans la plupart du temps en circuit fermé, dans l'objectif de revaloriser au maximum les autres process et donc de limiter les prélèvements en eau sur le milieu naturel. C'est aussi un engagement fort de nos entreprises de limiter, euh, de limiter les prélèvements sur la ressource naturelle, que ce soit sur la partie granulat, mais aussi évidemment sur la partie eau. Et le tout donc, nous donne un poids moyen CO2 du béton au mètre cube d'environ 200 kg de CO2 le mètre cube de béton. C'est une moyenne qui est générale, hein. On s'intéresse aussi bien aux bétons qui vont être alloués à du bâtiment, à la voirie, mais aussi au génie civil. Si on prendrait simplement les bétons qui sont alloués au bâtiment aujourd'hui, on serait sur une moyenne un peu moins élevée. Mais cette moyenne est un peu plus pondérée à la hausse en raison des usages qui sont faits sur la partie béton et génie civil.
Évidemment, ces 200 kg de CO2 par mètre cube de béton sont hors armature, donc on enlève les aciers. Et sur ce sujet-là, on y reviendra un petit peu après. Une fois qu'on a dit ça, pour nous, il est essentiel de voir d'où vient le CO2 du béton. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, enfin, on l'a vu là. Donc, faire du béton, c'est c'est comme faire un gâteau. Vous avez notamment les granulats et les ciments qui vont supporter l'essentiel du CO2 du béton en tant que tel. Et donc, ce qu'il convient de voir, c'est d'où vient le CO2 des granulats, mais aussi d'où vient le CO2 du ciment. Et c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Donc, si on s'intéresse au process industriel des granulats, donc vous avez là le process industriel de l'extraction des granulats, que ce soit les cailloux ou les sables. Donc, si on prend des granulats naturels, ils vont être extraits donc, sur une carrière. Ils vont ensuite être concassés, criblés, lavés pour avoir un certain niveau de granulométrie qui vont donner différentes propriétés, différents usages au béton. Et ensuite, ils sont transportés jusqu'à la centrale à béton. C'est un poids CO2 d'environ 8 kg de CO2 la tonne, selon les dernières données à jour à notre disposition. Et c'est sur ces 8 kg de CO2, ils se ventilent comme suit. Vous avez à peu près 4 kg de CO2 qui est lié à la partie extraction des matières premières pour atteindre le certain niveau de granulométrie, et 4 kg de CO2 qui sont liés au transport. Donc, quand on dit ça, on voit bien que la proximité des carrières est essentielle pour avoir un poids CO2 qui va être le moins important possible sur la partie extraction des matières premières et granulats. Et si on s'intéresse aux granulats dits recyclés, donc c'est-à-dire recycler le béton dans le béton, on a donc un process industriel qui est sensiblement différent puisqu'on va déconstruire le bâtiment, on va emmener le béton avec les aciers sur une plateforme de recyclage, où on va séparer les armatures du béton et ensuite on va récupérer le béton brut pour de nouveau le concasser, le cribler, lui donner un certain niveau de granulométrie, toujours pour atteindre ces différentes propriétés au matériau béton. Et ensuite, on va le livrer sur la centrale à béton. Et on obtient également un poids CO2, selon nos dernières données, qui est de 8 kg de CO2. On a un poids de CO2 qui est sensiblement le même pour une raison simple, c'est que la partie transport est plus élevée, puisqu'on va de la plateforme de du chantier des constructions jusqu'à la plateforme de recyclage, puis de la plateforme de recyclage jusqu'à la centrale à béton. Donc, si on gagne un peu de CO2 sur la partie process industriel, on en perd malheureusement sur la partie transport. Et il n'empêche que utiliser des granulats recyclés est toujours une logique vertueuse, puisqu'elle permet de limiter les prélèvements sur la ressource naturelle en granulats, que ce soit les sables ou les cailloux. Et donc pour nous, il est aussi important de pouvoir aujourd'hui développer et d'encourager le développement des granulats recyclés dans le béton. Et c'est ce à quoi s'attachent nos industriels à travers des acteurs économiques sur le territoire qui savent aussi répondre à cette demande. Et toujours dans un cadre normatif contraint, puisqu'aujourd'hui on peut difficilement dépasser les 30% de granulats recyclés sur des bétons dits structurels, mais on sait y répondre en fonction des demandes qu'on peut avoir de la part de nos clients. Donc il y a la partie granulat, et puis sur la partie CO2 du béton, il y a une partie également qui vient du process industriel du ciment. Là-dessus, Stéphane, je te laisse la main peut-être pour pouvoir mettre en avant d'où vient le CO2 des liants aujourd'hui que l'on retrouve dans nos bétons. Merci Pierre-Yves. J'en profite pour saluer tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour nous écouter pour ce webinaire, et merci à Envirobat Centre évidemment. Donc je reprends la balle sur la partie ciment. Le process industriel du ciment, qui est donc souvent perçu comme la cause principale de les émissions carbone. Ça marche comme ça, en fait, la fabrication du ciment, ça tient en 12 étapes. On va, dans la recette traditionnelle, historique de Monsieur Vicat, prélever des minéraux, essentiellement à peu près 80% de calcaire et 20% d'argile. Je dis à peu près parce qu'il y a quelques additions minérales. On les choisit dans une réserve géologique. La plupart des cimenteries sont donc implantées à proximité d'un lieu de prélèvement de ces deux ressources minérales qui proviennent, comme on l'imagine, de terrains différents, de couches géologiques différentes. Elles sont toujours à proximité. On va extraire ces matériaux, puis les concasser pour en arriver à une homogénéisation de ces granulométries, mais aussi de leur état d'humidité, puisqu'elles proviennent de couches géologiques différentes. Donc il y a toute une phase de traitement préalable de ces cailloux concassés. Puis on va les broyer pour obtenir ce qu'on appelle du cru, c'est-à-dire la farine. On va reprendre notre analogie culinaire. Et c'est cette farine ensuite qu'on va cuire après une phase d'homogénéisation
lors d'une étape au cours de laquelle elle va être préchauffée, puis montée à température dans un immense four. Et c'est ce mélange qui va être cuit à 1450 degrés. Ce sont les étapes 5 et 6 là, que vous voyez sur le schéma. J'y reviendrai dans un instant. À la sortie du four, on va refroidir ce qu'on obtient, c'est-à-dire du clinker. Puis ce clinker, on va le stocker, y ajouter éventuellement d'autres constituants, broyer ce mélange obtenu, puis stocker et ventiler les ciments en fonction de la nature des mélanges qui auront été réalisés à partir de ce clinker et des constituants qu'on va associer donc à ces différents procédés avant évidemment conditionnement et expédition. Je reviens sur les étapes 5 et 6 parce qu'il s'agit de l'essentiel de l'émission carbone du ciment à cet moment-là, de la production industrielle du ciment. C'est 91% de l'empreinte du schéma que vous avez devant vous, qui est lié essentiellement à la décarbonatation, c'est-à-dire à la transformation physico-chimique de nos minéraux lors de la cuisson, qui vont libérer du CO2. Et ça pèse à peu près pour 2 tiers. Et pour environ 1 tiers, vous avez la consommation énergétique globalement qui est associée à cette élévation de température très importante, puisque lorsqu'on arrive près de la tour de préchauffage, on est à peu près à température ambiante. Donc on va dire avec un léger réchauffement du convoyeur, on est à 35, 30 degrés, 35 degrés pour les minéraux, qui vont descendre le long de la tour de préchauffage pour pénétrer dans le four et être montés à 1450 degrés. La tour de préchauffage a pour but de récupérer notamment de la chaleur fatale, on y reviendra tout à l'heure, et de permettre l'élévation de température par un système de convection assez sophistiqué qui peut conduire à monter cette poudre à peu près à 700 degrés à l'entrée du four, donc d'avoir accompli grosso modo la moitié du chemin, ce qui est déjà une ressource intéressante d'économie sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Quand on considère les mélanges qu'on peut obtenir à partir de ce clinker seul ou de ce clinker ajouté avec d'autres constituants, on va obtenir une gamme de ciments différents. En fait, on devrait appeler ça le processus industriel des ciments et non pas du ciment. La valeur moyenne en France qu'on a calculé en 2024 sur les chiffres de 2023, c'est 559 kg équivalent CO2 par tonne. C'est la valeur que vous voyez sur la droite du graphique ici. Ce graphique correspond aux inventaires de cycle de vie ou aux empreintes carbone des différents ciments normés qui sont aujourd'hui disponibles et diffusés sur le marché français. Le ciment historique de Monsieur Vicat, c'est le CEM 1 qui est à gauche, c'est le ciment fortement avec un fort dosage de clinker qui est de l'ordre de 694, donc presque 700 kg équivalent CO2 par tonne produite. Les 2 barres suivantes sont les ciments les plus couramment utilisés pour l'ensemble des usages dans la construction, des CEM2A, qui sont donc 619 et 587 kg équivalent carbone. Puis ensuite, vous avez toute une palette qui correspond à une association d'un taux de clinker avec un autre composé minéral. Il y a toute une palette de possibles et des produits évidemment qui sont en général binaires, c'est-à-dire du clinker avec autre chose. Ça fait l'objet d'une norme. Et puis il y a une nouvelle norme qui est sortie, la 197-5, c'est un peu barbare à chaque fois, qui permet d'avoir des ciments dits ternaires. Ce sont les CEM2C et les CEM6 qui sont à peu près centrés sur le schéma que vous avez, autour de 450 kg équivalent CO2 par tonne, et qui correspondent à des ciments composés d'un clinker avec 2 autres composés minéraux. On a évidemment à droite aussi ceux qui sont déjà un petit peu célèbres, les ciments à base de laitier de Haut-Fourneau, qui sont utilisés depuis fort longtemps pour des propriétés qui sont très éloignées de notre préoccupation d'émissions carbone, et notamment pour des résistances aux agressions chimiques, et notamment dans le cas de constructions enfouies. Donc on les utilise souvent pour des constructions en sous-sol, en fondation, etc. L'ensemble de cette palette de ciment, donc, correspond à des volumes consommés en fonction des différents usages. Et le 559, c'est la moyenne pondérée de toutes ces émissions auxquelles on a affecté pour chaque typologie de ciment le volume qui a été consommé. Pour vous donner une indication très précise, en 4 ans, la valeur de 559 a progressé déjà de presque 9%
à la baisse, ce qui justifie, témoigne de l'engagement et des progrès qui sont réalisés par l'ensemble des industries cimentières en France. Passer à la suivante. Pierre-Yves, Oui. Tac. on peut enchaîner sur l'aspect RE2020. J'espère que déjà tout est clair pour vous sur ces premières parties. N'hésitez pas à poser des questions d'ores et déjà dans le chat et on prendra le temps d'y répondre tout à l'heure de la partie questions-réponses. Euh, En tout cas, nous, on se tient prêt pour toutes les questions que vous pourriez avoir sur cette première partie. On enchaîne donc avec la partie RE 2020 et décarbonation de la filière pour vous montrer comment le matériau béton aujourd'hui concrètement évolue pour réduire son empreinte carbone. Évidemment, ce qu'on vous met là a un prisme très orienté par rapport aux activités du bâtiment, mais il va de soi que ce que l'on vous dit là peut aussi s'appliquer au domaine du génie civil et également au domaine de la voirie. Une petite slide avec une petite frise chronologique sur les différentes évolutions de la filière en réponse aussi aux évolutions réglementaires et normatives qui incombent au secteur de la construction. Donc vous avez en haut les différentes évolutions réglementaires et en bas la manière dont la filière a travaillé pour être le plus en anticipation et le plus en amont des différentes évolutions réglementaires qui ont pu avoir lieu ces 20 dernières années. Alors, en premier lieu, vous avez de 2005, 2012 et 2007, 2008 le Grenelle de l'environnement, qui sont les premières approches où on a commencé à s'intéresser aux problématiques environnementales dans le secteur du bâtiment. Il va de soi, entre parenthèses, qu'à cette époque-là, on ne parlait pas encore du sujet du carbone dans la construction. Cette problématique-là étant apparue il y a à peu près un peu plus de 10 ans à travers la COP de Paris sur le climat et la SNBC qui en a découlé, avec la prise en compte que si on voulait limiter notre impact sur le changement climatique, il était essentiel de réduire notre empreinte carbone et que cette empreinte carbone, elle était à l'époque diffuse, pas forcément très bien connue, pas forcément très bien ciblée en France. Et donc le premier travail qui a été réalisé, c'est d'identifier d'où venait le poids CO2 des différentes filières et de voir comment les différentes filières pouvaient travailler pour réduire leur poids CO2. Donc il y a un travail qui a été fait avec des feuilles de route qui ont été fixées pour les différentes filières, l'agriculture, l'industrie, la partie bâtiment, la partie transport. Et sur la partie bâtiment, la déclinaison opérationnelle de ces enjeux liés à la réduction du poids CO2 de la filière s'est intégrée par l'Observatoire énergie-climat qui a préfiguré la mise en œuvre de la RE 2020 en voulant faire évoluer la RT 2012 et a donné lieu donc à la RE 2020 qui est rentrée en vigueur pour son premier seuil en 2022. RE 2020 que vous connaissez tous, mais on va quand même en redire deux mots juste après. Et ensuite, nouveau seuil de la RE 2020 2025 avec un nouveau seuil, notamment pour la partie carbone, avec des ambitions plus poussées pour réduire le poids CO2 dans toutes les constructions neuves aujourd'hui en vigueur, mais j'y reviens juste après. En parallèle, vous avez également le choix qui a été fait de prendre l'ACV dynamique pour le calcul pardon, de l'essai construction dans la RE 2020, un choix qui a été fait en 2020. Et en parallèle, vous avez notamment les évolutions de la NFEN 206 plus A2, qui sont l'évolution de la norme qui structure le matériau béton et ses différentes applications et usages. Donc la norme a évolué en 2022, en partie aussi pour répondre aux impératifs de décarbonation, et a également évolué plus récemment en 2025 pour offrir des différentes possibilités de décarbonation du matériau béton dans un cadre normatif structuré et réglementé pour aussi permettre l'assurabilité des bâtiments et des solutions constructives, faire en sorte que les choses soient bien encadrées et bien accompagner la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre dans les différentes solutions béton qui aujourd'hui sont déployées. Et on pourra organiser aussi un temps d'échange plus par la suite, si vous le voulez, sur l'évolution de la norme béton, pourquoi pas avec Envirobat, sans forcément prendre le temps aujourd'hui de revenir de façon détaillée car c'est assez dense. Mais la nouvelle norme béton permet notamment d'inscrire les trajectoires de décarbonation du matériau béton par rapport à un référentiel commun à l'ensemble des bétonniers aujourd'hui, ce qui vous permet de fixer des objectifs de classe de réduction d'empreinte carbone dans les bétons que vous allez utiliser demain dans les constructions. Et l'ensemble des producteurs de béton pourront répondre à ces objectifs de réduction d'empreinte carbone dans le cadre de règles communes qui s'appliqueront aujourd'hui à tous. Je ne m'étaye pas plus là-dessus, mais si vous avez des questions, pour aussi y répondre tout à l'heure lors de la partie questions-réponses. Par ailleurs, vous avez également en bas la manière dont la filière béton s'est structurée pour accompagner ces évolutions réglementaires et législatives.
depuis 2012. Vous avez notamment en 2012 le lancement du projet Recy Béton qui visait à travailler sur l'intégration de granulats recyclés dans le béton. Donc 2012, avec un travail qui a duré environ 6 ans pour la filière, donc un vrai travail de structuration pour faire des essais, des retours d'expérience, des études, pour voir comment le matériau béton évoluait, ses évolutions de comportement, quand on y intégrait davantage de granulats recyclés. Cette étude nous a permis en 2022 de définir des seuils plus importants de granulats recyclés dans un cadre normatif contraint, et en 2025 également de faire évoluer la norme béton tout en s'appuyant toujours sur les retours d'expérience de la norme du projet Recy Béton. Donc on le voit bien, quand on fait aujourd'hui évoluer la norme béton, on s'appuie aussi sur des études qui sont structurées, de longue haleine et de long terme, pour pouvoir accompagner l'évolution de la norme dans un cadre contraint avec des retours d'expérience qui sont très normés et très cadrés pour l'ensemble de la filière. 2012 est aussi une date importante pour la filière béton puisque c'est le lancement du configurateur Betty. Alors on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais Betty, c'est un outil aujourd'hui qui est précurseur pour l'ensemble des filières industrielles en France, notamment dans le domaine du bâtiment, puisque Betty vous permet aujourd'hui de calculer le poids carbone des différentes solutions béton appliquées au secteur du bâtiment notamment, mais pas que, à travers des données très précises. Quand le SNBPE lance Betty en 2012, à l'époque, personne, ou du moins très peu de monde, s'intéressait au sujet du carbone dans la construction. Donc il y avait aussi une démarche inédite en lançant ce configurateur en 2012. Et aujourd'hui, donc on est en 2026 et on en est à la quatrième version de l'outil Betty qui vous permet aujourd'hui donc de configurer des FDES qui sont certifiés conformes par la BASINIA. Donc d'un point de vue réglementaire RE 2020, c'est quelque chose aussi qui est sécure pour l'ensemble des utilisateurs et des bureaux d'études qui ont besoin de réaliser des FDES dans le cadre de la RE 2020. Et pour vous montrer que le Betty continue d'évoluer constamment, on est aujourd'hui à la quatrième ou cinquième version du dernier configurateur Betty, donc on est à la 4.4 ou 4.5, excusez-moi, j'ai un doute. Et Betty continue d'évoluer pour intégrer les différentes évolutions d'offres qui existent dans le matériau béton, des nouveaux ciments, des nouveaux procédés industriels, pour vous permettre à vous, bureau d'études et aux maîtres d'ouvrage, d'avoir les poids CO2 les plus justes et les plus en phase avec l'évolution du matériau et de ce que peuvent vous proposer les industriels. Je ferme la parenthèse, on reviendra un petit peu sur Betty tout à l'heure. Et en parallèle, donc, vous avez différentes démarches qui ont été lancées par le SNBPE, notamment la démarche Perfub, lancée en 2016, qui visait à travailler sur des premières approches d'approche performantielle pour permettre aux producteurs de béton de vous proposer des solutions euh, un peu plus innovantes en termes de réduction d'empreinte carbone du béton. Et cette étude, donc lancée en 2016, aujourd'hui se traduit concrètement dans les évolutions de la norme béton, que ce soit 2022 ou la dernière 2025, avec une approche performantielle qui est de plus en plus présente dans la norme sur la base des retours d'expérience que l'on a pu avoir depuis une dizaine d'années sur le sujet. Je ne m'étaille pas de plus là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout à l'heure. On pourra revenir un peu plus en détail sur certains points. La RE 2020, justement, donc, dont on vous parlait juste avant. Donc, la RE 2020, donc, c'est l'évolution de la RT 2012. RT 2012 qui s'intéressait notamment à produire des bâtiments ou réaliser des bâtiments qui vont consommer moins d'énergie, et en l'occurrence moins d'énergie carbonée. Ça, c'est le premier rapport de la RE 2020 qui intègre cette notion de consommation d'énergie carbonée. Et la RE 2020, elle offre également deux grandes évolutions. Le premier, c'est de construire des bâtiments neufs qui vont émettre moins de CO2. Donc, c'est l'intégration de l'IC Construction, sur lequel on va s'attarder un petit peu plus juste après. Et elle s'intéresse également au confort d'été, c'est-à-dire concevoir des bâtiments qui vont avoir des moins grandes variations de température en été comme en hiver d'ailleurs, avec des problématiques qui sont aujourd'hui très prégnantes dans le sud de la France, peut-être un peu moins sur la moitié nord, mais avec le changement climatique qui arrive, malheureusement, demain, ce sera une problématique qui s'appliquera à l'ensemble des territoires en France. Et sur le confort d'été, on n'y revient pas précisément juste après, mais sachez aussi que le matériau béton a des propriétés assez fortes. De par son inertie, il est moins sensible aux variations de température et il permet notamment de garder la fraîcheur des bâtiments en été. Mais là-dessus, Stéphane, je te laisserai aussi en dire deux mots tout à l'heure, si tu le souhaites.
Sur la partie RE 2020, donc la principale évolution, c'est ce qu'on vous disait, donc c'est la partie IC Construction. L'IC Construction, comment il se définit? Il se définit par une ACV que l'on retrouve qu'il se calcule comme avec le graphique que l'on voit, enfin la diapo que vous voyez à l'écran, pardon, avec 4-5 principaux indicateurs, la partie production, la partie construction, la partie utilisation, la partie fin de vie et recyclabilité, et puis un module D qui offre différents bénéfices et charges au-delà du cycle de vie, qui permet d'intégrer certains points positifs. Nous, au niveau du béton, donc, quand on va s'intéresser à la décarbonation du matériau béton en tant que tel, on va principalement s'intéresser sur une phase 1 à 4 qui va être un périmètre DEP, déclaration environnementale produit, là où sur l'ensemble du cycle de vie, on va être sur un périmètre FDES, fiche de déclaration environnementale et sanitaire, sur lequel on reviendra juste après. Donc, pour calculer l'ACV d'un produit, qu'il soit béton, mais aussi l'ensemble des constituants du bâtiment, puisque la RE 2020 s'applique au lot gros œuvre, mais aussi au lot second œuvre et équipement, on y reviendra juste après. Donc, c'est-à-dire que ça concerne aussi bien le béton que les menuiseries, que les revêtements, que les moquettes, que les luminaires, que les lots liés à l'électricité, etc. On s'intéresse donc à la partie production, donc l'approvisionnement en matières premières, le transport du fabricant et la fabrication en usine et pour nous sur une centrale à béton, le transport de l'usine ou de la centrale à béton jusqu'au chantier, la partie mise en œuvre du béton sur chantier, quels sont les taux de ferraillage, quelles sont les méthodes de mise en œuvre, quel est le dimensionnement aussi du mur par exemple, est-ce qu'il fait 18, 20, 22 cm. Évidemment, plus on consomme de matière, plus on émet de CO2, donc il y a aussi un enjeu pour bien dimensionner les ouvrages, on y reviendra juste après. Une partie, pardon, à l'utilisation, la maintenance et la réparation, donc la durée de vie du bâtiment. Ce module-là, consommation d'énergie et d'eau du bâtiment, il ne s'intègre pas à l'IC construction, mais là on parlera d'IC énergie. Et puis enfin, la partie fin de vie du bâtiment qui offre également la palette totale de l'ACV. Est-ce que Stéphane, tu veux compléter sur ce point? Préciser que cette approche modulaire correspond donc à deux normes, comme tu l'as dit, une pour établir les performances des produits, qui sont les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, utilisées pour affecter la charge environnementale au mètre correspondant des parties d'ouvrage. Et c'est exactement le même dispositif qui est utilisé pour l'analyse du bâtiment, qui est fait l'objet de la réglementation RE 2020 et des seuils à respecter. Ces découpages normatifs étant conçus et établis de manière collégiale et appliqués à peu près partout en Europe, avec des petites nuances d'application. La principale nuance étant dans l'application réglementaire RE 2020 en France, qui applique de façon différenciée, on y reviendra tout à l'heure, l'analyse de cycle de vie au niveau du bâtiment. Merci Stéphane. J'enchaîne sur la partie RE 2020. Donc c'est l'objectif par rapport à l'IC Construction en tant que tel, c'est de réduire d'environ 30-35% le poids CO2 des constructions neuves dans le bâtiment. Initialement, la RE 2020 s'intéresse aux maisons individuelles, aux logements collectifs, aux bureaux, aux établissements scolaires. Donc c'est les 4 lignes que vous voyez là. Et puis depuis janvier 2026, si ma mémoire est bonne, cette réglementation s'applique également aux bâtiments tertiaires. On ne l'a pas forcément Oui, valorisé dans la présentation. Pardon? Alors, petite correction, le décret date de janvier, mais l'application, c'est à Oui. partir du 1er mai. Oui, tu as raison. Tu as raison, merci. On n'a pas forcément prévu de slide précisément sur la partie tertiaire, mais si vous souhaitez qu'on l'aborde dans les questions-réponses, si vous avez des questions, évidemment, comme pour les autres sujets, on se tient à votre écoute pour l'aborder dans la partie questions-réponses. Donc retenez que la RE 2020, elle fixe pour objectif de réduire de 30-35% le poids CO2 dans la construction neuve, avec 4 paliers, 4 étapes. Une première étape en 2022, une deuxième étape donc, qui nous concerne aujourd'hui pour les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2025, et puis 2 autres seuils, un qui rentrera en application à partir du 1er janvier 2028 et un autre à partir du 1er janvier 2031. L'objectif de ces différents paliers, c'est de donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs industriels et des filières
pour qu'ils se structurent des trajectoires de décarbonation et qu'ils se mettent en capacité de répondre aux impératifs de décarbonation de la filière. Aujourd'hui, construire en béton avec un seuil 2025 et 2028 est des choses que nous savons faire. On a des retours d'expérience qui permettent d'en témoigner, ou sur la partie béton et gros œuvres, possiblement en complémentarité avec d'autres solutions constructives, on est capable, en tout cas sur la partie béton, de prendre notre part à l'effort collectif qui s'impose à nous. Et idem sur le lot 2031, aujourd'hui, on a des projets qui émergent sur le terrain, où aujourd'hui, le matériau béton est capable de s'intégrer sur des seuils 2031. Il n'empêche que c'est une réglementation ambitieuse qui fixe une trajectoire claire à l'ensemble des acteurs. Et nous, ce que l'on sollicite aujourd'hui au niveau du SNBPE et du béton, c'est que certes, le béton est capable de répondre aux différents seuils de la RE 2020, mais il faut que ce soit un travail collectif qui s'applique à l'ensemble des filières. Et c'est ce qu'on veut vous montrer juste après. Vous avez là à l'écran, alors c'est des données 2022 qui pourraient être mis à jour, mais on retrouverait à peu près les mêmes ratios aujourd'hui a priori. Vous avez donc le poids CO2 des différents composants définis tels que dans la RE 2020. Donc là, c'est pour une maison individuelle. Vous aurez l'exemple juste après pour un bâtiment collectif. Donc vous avez les 13 lots qui s'appliquent à la RE 2020 qui s'affichent ici, donc de lot 1 à 13. Et vous avez sur la partie les lots 2 et 3, donc infrastructure, fondation et superstructure maçonnerie. La partie où on va retrouver davantage de béton par rapport aux autres lots, on va plutôt être sur la partie second œuvre et équipement. Et donc, si on prend une maison individuelle, on voit que la partie béton, fondation, maçonnerie, représente à peu près 15% du poids CO2 du bâtiment. Donc, si on avait fait un quiz, on aurait pu vous demander, selon vous, quelle est la part du CO2 dans un bâtiment collectif ou une maison individuelle qui est liée au béton. En général, on a tendance à avoir comme a priori que le matériau béton représente la majorité du poids CO2 d'un bâtiment ou d'une construction, ce qui n'est factuellement pas le cas, même s'il a un poids non négligeable. Aujourd'hui, sur une maison individuelle, la plupart du CO2 est davantage lié au chauffage-ventilation, au revêtement et aux menuiseries et façades, par exemple. Donc il y a un enjeu pour décarboner la partie béton sur une maison individuelle, et c'est ce qu'on va vous montrer qu'on est capable de faire. Mais il y a aussi un enjeu pour que l'ensemble des lots du bâtiment travaillent leur trajectoire de décarbonation, pour que l'ensemble des acteurs jouent le jeu et que ce soit bien un travail collectif qui soit intégré dans le cadre de la RE 2020. Si on prend un logement collectif, cette fois-ci, on voit que la partie béton est plus impactante, puisqu'on est donc toujours sur les lots 2 et 3, avec des ratios qui sont plus significatifs, environ 34% un tiers du poids CO2 qui est lié au matériau béton, donc un tiers du CO2 qui est lié aux grosses œuvres. Et là-dessus, il y a des choses qui sont faites pour réduire notre poids CO2. On y reviendra juste après avec Stéphane, notamment avec des exemples et un cas d'étude. Et puis des lots qui sont un peu plus diffus sur des lots O4 à 13, donc sur la partie second œuvre et équipement. Retenez qu'en général, sur un bâtiment collectif, moyen de 3 à 6 étages, vous avez à peu près un tiers du poids CO2 qui est lié aux grosses œuvres. Donc, en ce qui nous concerne sur la partie béton, un tiers du poids CO2 qui est lié aux secondes œuvres et un tiers du poids CO2 qui est lié aux équipements. Donc, il y a un enjeu pour décarboner la partie grosses œuvres. Il y a aussi un enjeu pour que l'ensemble des acteurs se décarbonent plus globalement à l'échelle du bâtiment. Puisque si on veut réduire d'un tiers le poids CO2 des constructions neuves et des bâtiments, des logements collectifs, il faudra certes travailler sur la partie béton, mais aussi sur les autres lots. Retenez aussi quelques ordres de grandeur. Donc, quand on parle de CO2 et du matériau béton, donc là, je sors de la partie RE 2020 et on va vous montrer les leviers de décarbonation de la partie béton. Retenez qu'une tonne de CO2, une tonne de ciment, pardon, émet en moyenne 559 kg de CO2 aujourd'hui en France. Un mètre cube de béton génère en moyenne aujourd'hui en France à peu près 200 kg de CO2. Et un mètre cube de béton armé, donc avec les aciers, génère en moyenne aujourd'hui en France 250 kg de CO2. En synthèse, sur la partie béton, il existe aujourd'hui 3 manières de décarboner le gros œuvre et plus globalement le secteur de la construction à travers du matériau béton. La première, c'est d'utiliser les bonnes sources, de bien calculer la donnée environnementale. Je vais vous le montrer à travers les outils qui existent, et notamment Betty, mais Stéphane vous le montrera de manière plus significative à travers une étude de cas qu'ils ont pu réaliser avec Simbéton. Il y a évidemment la notion d'éco-conception au niveau du bâtiment qui permet aujourd'hui de décarboner fortement nos activités. Et puis, il y a enfin évidemment la partie formulation du béton, donc la recette de cuisine, qui peut aussi contribuer de façon non négligeable à la décarbonation du secteur. Premier volet, donc bien calculer la donnée.
Vous avez sur la base INIES, pour les bureaux d'études et pour les plus aguerris d'entre vous, sur la base INIES, vous avez plus de 4000 FDES qui sont disponibles pour vous permettre de calculer la donnée la plus juste possible sur le secteur du bâtiment et bien configurer vos études d'ACV dans le cadre de la RE 2020. Concernant le matériau béton, aujourd'hui, vous avez un configurateur qui s'appelle Betty, qui est le premier configurateur mis en place par une filière industrielle qui vous permet de calculer au plus juste le poids CO2 des différentes conceptions en béton d'un bâtiment. Et sachez également que tous les producteurs de béton adhérents au SNBPE sont capables de vous fournir des DEP, des déclarations environnementales produits, qui vont s'appuyer sur les données les plus justes en termes de poids CO2 du béton, en prenant en compte, en intégrant les différents ciments qu'ils mettent en œuvre dans leur béton de façon très précise, en intégrant les bonnes distances de transport, que ce soit pour les granulats ou les ciments jusqu'à la centrale à béton, en s'intéressant également aux différentes adjuventations et aux différents travaux qui vont, enfin, aux différents éléments et constituants qui vont être mis dans la recette de cuisine, et puis aussi en s'appuyant sur la bonne distance de transport entre la centrale à béton et le chantier. Aujourd'hui, tous les producteurs de béton sont capables de vous fournir ces données, donc n'hésitez pas à les solliciter pour qu'ils puissent vous donner une donnée environnementale qui sera la plus juste possible et donc la moins carbonée possible sur la partie béton. Je ne reviens pas plus en détail là sur l'intérêt et la nécessité d'avoir des données carbone qui sont les plus justes possibles, parce que Stéphane vous le montrera de façon plus concrète et plus significative dans l'étude de cas qui viendra juste après. Autre manière de décarboner le matériau béton, c'est de travailler sur l'éco-conception, donc avec un dialogue renforcé entre la conception de l'ouvrage, mais aussi les fournisseurs industriels. On l'a dit, le concepteur de l'ouvrage peut bien dimensionner le bâtiment et bien calculer les lots béton, grâce notamment par exemple à Betty. Il peut également s'appuyer sur les évolutions de la norme béton, dont les dernières évolutions sont rentrées récemment en application et qui vous permettent d'aller plus loin en matière de décarbonation du béton. Le concepteur de l'ouvrage peut aussi travailler sur l'adaptation de l'ouvrage à son environnement, en choisissant la bonne classe d'exposition, en générant ainsi moins de CO2, en utilisant le bon béton en bon endroit, et surtout en utilisant les bonnes quantités de béton nécessaires à la conception d'ouvrage. Parfois, faire des murs de 16 cm au lieu de 18 cm ou des murs de 18 cm au lieu de 20 cm suffisent en termes de résistance, permettent d'économiser de la matière, de gagner aussi en surface habitable dans le bâtiment, et donc indirectement d'être meilleur dans le cadre des ACV et des calculs de l'atteinte des seuils de la RE 2020 sur la partie béton. C'est des choses qui peuvent paraître basiques et simples, mais c'est des choses qui aujourd'hui permettent de gagner quelques kilos de CO2 de façon non marginale et donc d'être en capacité des fois d'atteindre un seuil 2025-2028 de la RE 2020. Sachez aussi que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aussi vous appuyer sur le savoir-faire des fournisseurs de béton prêt à l'emploi qui aujourd'hui connaissent leurs recettes de cuisine, ils connaissent les constituants qu'ils mettent en œuvre dans leur béton, et ils ont aussi et surtout fortement travaillé la recherche et développement pour vous produire des bétons qui sont moins carbonés et qui continuent d'avoir les mêmes propriétés mécaniques et les mêmes performances en termes de durabilité de leur béton. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos producteurs de béton qui, eux, sont capables aujourd'hui de vous fournir des bétons moins carbonés de façon précise et détaillée selon votre territoire, en s'appuyant donc sur les différents constituants du matériau, mais aussi en travaillant différentes approches, telles que les approches performantielles par exemple. Encore une fois, je ne m'étale pas plus là-dessus sur ce point-là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on pourra y revenir tout à l'heure. On parlait également de la partie formulation, 2 mots. Un béton de référence, on l'a dit tout à l'heure, il émet en moyenne aujourd'hui 200 kg de CO2. Le producteur de béton, lui, est capable de travailler différentes approches pour vous proposer des bétons qui vont être moins carbonés. Il va pouvoir, par exemple, travailler sur de la recomposition, donc en intégrant des liants et différents constituants au béton, au ciment, pardon, et au liant qu'il va avoir dans sa centrale. Il va ainsi, par exemple, en moyenne, gagner à peu près 15% de points CO2. Il est capable également de travailler sur des bétons d'ingénierie et de gagner ainsi à peu près 33% de poids CO2 sur le béton qu'il va vous proposer. Et puis, il est capable aussi de travailler avec l'approche performantielle et là de diviser en moyenne par 2 le poids CO2 du béton qu'il vous proposera de mettre en œuvre sur votre chantier. Tout ça doit s'intégrer dans une logique de dialogue avec vos fournisseurs de béton. Aujourd'hui, on est capable de travailler sur différentes approches pour réduire le poids CO2 des bétons qui seront employés demain sur vos chantiers. Et enfin, sur la partie formulation,
l'industrie cimentière se décarbone. Mais sur ce point, Stéphane, je te relaisse la main pour ce sujet, puis aussi pour l'étude de cas que tu vas nous présenter juste après. Effectivement, l'industrie cimentière a pris en main l'enjeu de décarbonation en particulier qui la concerne, sans se dissimuler derrière de faux prétextes ou de faux semblants. Cette évolution et cet objectif, repose sur une feuille de route officielle qui a été déposée en mai 2023 et qui fait suite notamment à la consultation, je dirais, très, très insistante, portée par Madame Borne quand elle était Premier ministre auprès des 50 sites les plus émissifs en France. Cette feuille de route repose sur 4 leviers: l'amélioration de l'efficacité énergétique, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est améliorer la conso des fours, changer les refroidisseurs, mieux les isoler, récupérer de la chaleur fatale, installer des précalcinateurs sur les différents sites de cimenterie, comme la petite image que vous avez à droite. C'est remplacer les combustibles fossiles par des combustibles dits de substitution, qui peuvent être des combustibles solides de récupération, qui sont la plupart du temps des emballages, des déchets industriels, des déchets agroalimentaires qui sont en fin de vie et dont la plupart seraient enfouis s'ils n'étaient pas utilisés par les cimenteries pour faire des combustibles dits de substitution. À ce titre, pour l'exercice 2024, c'était la première fois que la majorité des combustibles utilisés sur l'ensemble des sites cimentiers étaient à plus de 50% ce type de combustible de substitution et non pas de combustible fossile. Donc le progrès est en marche, il y reste beaucoup à accomplir, mais c'est déjà bien engagé avec des résultats probants. On a vu le troisième levier tout à l'heure rapidement, qui était la palette des ciments qui sont proposés avec tout un ensemble de solutions avec des teneurs en clinker plus réduites. Quand on ajoute à ces 3 éléments la démarche de captage de CO2 qui va s'installer progressivement sur l'ensemble des sites, c'est évidemment des enjeux industriels majeurs, extrêmement complexes, et qui nécessitent des adaptations à chaque site, avec des investissements, vous l'imaginez, très importants. Donc il s'agit de ne pas se rater, pour être très clair, et de bien faire les choses. L'objectif étant de capter le CO2, d'une part, puis de le stocker, souvent en fosse géologique profonde, notamment sous-marine, ou bien de le valoriser avec des process aujourd'hui qui doivent être évidemment extrêmement maîtrisés. Beaucoup d'enjeux, beaucoup d'innovations sont en cours. Pour l'instant, les choses se stabilisent à ce titre-là. Quand on cumule ces 4 leviers, on a un objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 en 2030. Alors, je précise tout de suite que la réduction, elle s'opère par rapport à la stratégie nationale bas carbone numéro 2 et aux chiffres de 2015. J'insiste bien parce que les réductions affichées en pourcentage, c'est très joli, mais ce qui est important, c'est de savoir par rapport à quoi on réduit. Et je vous invite d'ailleurs, quand vous croiserez des pourcentages, à essayer de trouver la source qui fait la référence par rapport à laquelle on doit être réduit. Pour ce qui est des cimentiers, c'est extrêmement précis, donc c'est une réduction de 50% en 15 ans. À l'horizon 2050, on a pour objectif de réduire de moins de 90% les émissions de CO2 en généralisant ces processus, en les développant et en tenant compte évidemment de l'évolution des marchés, notamment la réduction probable de la consommation des volumes de ciment. Et maintenant, je vous propose de passer à l'étude de cas. J'arrive, c'est toi qu'à la main, merci. L'étude de cas, alors on en fait plein chez Simbéton avec des tas de cas d'application. Ici, c'est un bâtiment de logement que vous avez à peu près en version graphique en haut à droite, et dont vous avez le plan type, plan d'étage courant. C'est un bâtiment tout en longueur de 40 logements, il est installé en Île-de-France, on ne fait pas que ça, mais on le place en Île-de-France, celui-ci. Il existe vraiment, à chaque fois, toutes nos études sont basées sur des cas d'études réels qu'on va faire varier. Le R+5, avec un niveau de sous-sol, le niveau bas est un niveau avec des commerces, le dernier niveau est un niveau en attique avec des retraits. Donc on a un bâtiment ici plutôt long, pas très compact, avec quelques balcons, des retraits. C'est pas le bâtiment le plus optimisé en termes de performance énergétique et tel que l'ARE voudrait les voir quand on a fini les calculs. Ce bâtiment de 2200 mètres carrés, avec une surface vitrée, un ratio CHAB tout à fait dans la plaque de 18% par rapport à ce qu'exige la RE, et 2 noyaux de distribution, les prestations de base de ce bâtiment réellement construit en 2021
C'est un ouvrage en béton avec un ciment CM2A, le plus visité sur le graphique que nous avions avec les ICV, les armatures classiques, toiture terrasse avec étanchéité bitumineuse, des isolants, polyuréthane ou PSE en fonction de leur positionnement dans le bâtiment, des menuiseries extérieures en PVC avec des volets roulants motorisés et une façade enduit pour l'essentiel de la façade et du retour en pignon. On voit ici qu'on a un bâtiment extrêmement courant et que tel qu'il se construit avec des moyens de construction très couramment utilisés, en tout cas encore jusqu'en 2021-22 et aujourd'hui parfois encore. L'idée, Pierre-Yves, s'il te plaît, l'idée de ce propos, c'était de se dire, bon voilà, on a calculé ce bâtiment-là fin 2021 pour l'aéro 2022, seuil 2022. Vous avez les 4 petits seuils qui sont les petites lignes horizontales sur le graphique à droite. Le seuil 2022 passait dans ce bâtiment-là au moment de l'étude. Et on s'est dit, bah, si on veut refaire ce bâtiment aujourd'hui, c'était fin 2024 pour l'arrivée du seuil 2025, dans quelle situation allons-nous nous retrouver? En considérant que si les fiches de déclaration avaient évolué, on prenait évidemment l'évolution. Si elles avaient été supprimées, bien évidemment, en application de la réglementation environnementale telle qu'elle doit être, on applique la donnée environnementale par défaut. On constate sur le graphique que vous avez que ça ne passe plus. Voilà. Notre bâtiment, je le reprends, je le recalcule 3 ans après, et ben, il passait tout juste 2022. Non seulement il passe pas 2025, mais dans ce cas présent, au moment où on a fait l'étude, encore une fois, mais il passait déjà plus 2022. Donc, petit problème. J'attire votre attention sur le fait que la valeur des lots béton qui sont tout en bas, le lot 2 et le lot 3 en infra et en superstructure, n'a quasiment pas changé entre les deux périodes. En effet, le souci provient essentiellement de l'évolution des fiches de déclaration collective qui avaient disparu, qui étaient tombées en caducité. C'était le cas des toitures terrasses au moment de l'étude, encore une fois, il y a un peu plus d'1 an. On l'a remplacé par des données par défaut. Il y avait la suppression des FDES collectives, qui était aussi une donnée par défaut, et l'aggravation de la donnée par défaut du gaz, qui est l'autre vilain de la RE 2020 selon l'approche qui a été imposée. Voilà, donc les lots 4, 7 et 8 ont les plus évolué et pas dans le bon sens. Par conséquent, avec le bureau d'études Pouget, on a choisi comme première option de travailler sur l'amélioration, s'il te plaît, Pierre-Yves. Voilà. La première piste d'amélioration, elle consistait à changer pour ces procédés-là, en choisissant des fiches de déclaration individuelles les plus représentatives de ce qui se fait, avec des choses très génériques qu'on trouve souvent. Ok, c'est une approche qui peut tout à fait être discutée, mais c'était un moyen de savoir si on pouvait quand même significativement progresser. Et en fait, en remplaçant les modifications apportées sur un certain nombre de produits qui sont tous placés à droite, l'étanchéité avec Soprema, les menuiseries intérieures avec du Malherba, les menuiseries extérieures avec le configurateur du bois, DEB, un certain nombre de procédés de choix de revêtement de sol, d'émetteurs et d'ascenseurs pour les lots 7, 8 et 12, tels qu'ils sont décrits à l'écran. Ainsi, on obtient déjà une amélioration et on repasse entre le seuil 2022 et 2025 avec 713 kg, mais il nous reste encore 51 kg à atteindre pour arriver à notre seuil 2025. Alors pour ça, on va faire appel au béton et à ses solutions. Parmi les solutions qu'on avait présélectionnées, il y a donc, vas-y, merci Pierre. Il y a le CEM2A, qui est notre base de référence, que vous avez sur les graphiques sur la barre bleue à gauche. Et puis il y a l'alternative qui était choisie dans le cadre de cette étude, un CEM3A et même un CEM3B. Donc le progrès entre le 2A et le 3A, c'est 27%. Le progrès entre le 2A et le 3B, c'est 39% au mètre cube de béton, hors ferraillage. Dans le développement de notre bâtiment, l'idée, c'est d'utiliser ces deux alternatives, soit uniquement pour les dalles de plancher, soit pour la totalité de la superstructure. 2 options de ciment et 2 modes d'application dont on va voir les résultats sur la diapo suivante. On a notre 713 qui était le bâtiment qu'on venait d'obtenir en corrigeant et en utilisant des FDES individuels, c'est la barre de gauche sur le graphique, à 189 kg pour le lot 3. Et donc on va utiliser
une alternative de formulation de béton à base de CEM3 ou de CEM3B, soit sur les dalles, ce qui apporte de nature d'évolution de 24 ou de 36 kg équivalent CO2 par mètre carré habitable, ou sur la totalité de la superstructure, où là on obtient entre moins 41 et moins 61 selon le choix opéré. Vous voyez l'évolution du graphique, l'évolution évidemment du lot 3 qui est mise en évidence sur les chiffres en gras, et puis tout en haut, l'évolution dans le petit carré de la performance de votre bâtiment global, puisque c'est encore une fois lui et lui seul qui fait l'objet de l'ARE 2020. On obtient des résultats qui s'approchent ou qui franchissent le seuil 2022 avec ce type de solution. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres solutions possibles, évidemment. Pierre-Yves, s'il te plaît. Il y a d'autres solutions possibles qu'on a travaillées, nous, sur des façades, mais aussi jusqu'au second œuvre. On a cherché un peu toutes les pistes. On s'aperçoit que le revêtement de sol en pièces sèches, si vous faites toute la déclinaison fin 2024, au moment où on l'a faite avec les FDES qu'on avait à cette époque-là, on obtient toute une panoplie de solutions qui s'échelonnent de moins 7 à moins 39 kg équivalent CO2 par mètre carré habitable, en référence au sol PVC Gerflor qui servait de base au projet. Et de la même façon, vous pouvez assez significativement gagner sur les revêtements de murs avec la valeur classique du syndicat ou alors des variations avec des biosourcés de chez Unicalo, des applications à l'airless par DragoPaint ou même des couleurs en recyclé qui vont gagner de moins 17 à moins 24 kg équivalent CO2 par mètre carré. Toutes ces solutions-là, on les en a brassé beaucoup. On a été chercher des solutions bois et l'ensemble, normalement, doit apparaître ensuite, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Vous avez ici à peu près toutes les variations qu'on a étudiées. Nous. On a d'abord essayé de gagner en épaisseur de refend en recalculant les bâtiments. On a modifié aussi en substituant du béton avec des solutions de type bloc béton, briques en façade, solutions maçonnées. On a étudié d'autres façades avec des murs à ossature bois avec différents parements. Une solution toute CLT, les dalles dont je vous parlais, et même une dalle de bois béton. Vous avez dans ce petit tableau, et le graphique à droite ne fait que reprendre le tableau, le gain carbone de chacune des solutions, l'économie ou le surcoût induit par ces solutions, et en fait, le prix en euros de mon kilo de CO2 évité. Ça permet, au moment où on l'a fait par un économiste fin 2024, encore une fois, ce n'est pas une valeur d'évangile, c'est une photographie d'un instant, de comprendre que gagner en CO2 peut avoir un coût sur l'ouvrage, et donc il faut trouver le bon équilibre en ajustant le bon produit au bon endroit, comme on a souvent tendance à le dire. Voilà une photographie sur ce projet-là. On a la même photographie sur la diapo suivante qui vise les lots de seconde œuvre, où là on a travaillé un certain nombre de solutions qui sont de la même façon, les solutions sol, les solutions murales, les alternatives en menuiserie extérieure avec du PVC de base et ses variantes en bois ou en bois alu, et la substitution de notre volet roulant PVC motorisé par un volet PVC manuel, certes un inconfort, mais un gain évidemment carbone et un gain économique, ou le volet battant en bois, qui est un petit peu plus cher, mais qui permet un plus grand gain carbone. Voilà, donc des pistes avec à peu près leur niveau d'apport en émissions de carbone, en gain souvent, le surcoût éventuel, l'économie parfois, et la correspondance de cette démarche d'amélioration carbone en impact prix sur le bâtiment et l'ouvrage que l'on vise. Voilà une étude que l'on a menée, il y en a bien d'autres qu'on a menées sur différents types de bâtiments. Évidemment, elles sont remises en cause. Aujourd'hui, on est encore en train d'en mener de nouvelles et on aura plaisir à vous les présenter. Oui, tout à fait, le volet manuel, je suis d'accord avec vous, mais parce que ça, c'est la convention de calcul. C'est parce qu'on considère que les gens ne ferment pas leur volet. Donc, c'est un problème de méthode, c'est pas un problème de réalité. Merci. J'ai vu que vous aviez posé d'ailleurs d'autres questions tout à l'heure, mais on y répondra, je pense, tous ensemble à la fin. Point d'attention méthodo aussi, très importante, auquel on est très très attaché. La valeur de la FDES, c'est une valeur qui est faite selon la norme ACV normée qu'on a présentée tout à l'heure, modulaire, en statique. Elle donne
une indication intéressante. Mais quand on passe au calcul R2020, il y a des différences méthodologiques qui vont être considérées et reprises par les logiciels de calcul, ce qui fait que voilà, si on fait simplement la valeur de la F2S fois le métré, vous n'obtiendrez pas exactement ce résultat-là à l'issue du calcul R2020. Trois raisons principales. La durée de vie de vos produits est différente de celle qui est considérée pour la F2S. Un produit de structure, c'est 100 ans. Un revêtement de sol, c'est souvent autour de 10 ans. Une menuiserie, autour de 25. Le calcul du bâtiment, lui, il est sur 50. Donc, il y a une péréquation à opérer. Il y a évidemment l'application des facteurs temporels de l'ACV dynamique simplifié, excusez-moi pour l'expression, mais qui a été choisi arbitrairement comme méthode de calcul RE2020 en France pour la réglementation et qui induit des différences, notamment favorables à tous les produits biosourcés, pour être parfaitement explicite, et la prise en compte du module D, qui est informel, mais qui est intégré dans les calculs RE2020. Voilà donc pourquoi intéressant de regarder la F2S, mais ça ne présage pas du résultat. La décarbonation de la construction avec des solutions béton, oui, c'est possible. Ça se pratique. Il y a des seuils 2025 qui sont réalisés aujourd'hui. Il y a des seuils 2028 dont on a témoignage et par des grands acteurs, pas simplement par nous. Il y a même des seuils 2031 qui sont atteints ponctuellement, avec peut-être un peu plus de mixité parfois. Et on peut s'adapter évidemment à chaque destination de bâtiment, et c'est tant mieux, puisque, comme l'a dit Pierre-Yves tout à l'heure, à partir du 1er mai, tous les bâtiments pratiquement chauffés vont être concernés, dès lors qu'ils sont chauffés au-dessus de 12 degrés, bien évidemment, par l'extension de ce domaine d'application. Réduire l'impact carbone aujourd'hui en IC Construction, c'est possible. Ça ne pèse qu'un tiers du lot 3, mais on peut aller le chercher, on peut l'améliorer de l'ordre de 25-30% assez facilement avec des solutions accessibles. Ce qui est important, c'est que quand on doit faire un progrès global sur l'ensemble, c'est bien évidemment le bâtiment qu'il faut viser et l'ensemble des composants du bâtiment, même si quand on regarde un chantier, on a l'impression que le béton est le plus gros, le plus présent et que c'est à lui de faire l'effort qu'il accomplit déjà aujourd'hui. Donc pour la suite et l'horizon 2031, on y travaille. Essayons déjà de bien faire du 2025, de tester le 2028. Je sais qu'il y a des maîtres d'ouvrage très exigeants. Pour le 2031, il faut se donner le temps. Je rappelle qu'il y a seulement à peu près 5 ans, personne ne s'intéressait au carbone, à part les pionniers du laboratoire, au plus c'est moins. Donc, avoir déjà le résultat de ce qui doit être fait dans 6 ans, quand on regarde dans le rétro, c'est peut-être un peu exigeant. Merci beaucoup, Stéphane. Si ça vous va, on enchaîne rapidement. On prend 5 minutes pour parler un peu gestion des eaux et béton drainant. Et ensuite, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions et toutes les questions-réponses qu'il peut y avoir. Je ne vais pas être très détaillé sur la partie gestion des eaux et béton drainant, sachant que, petite annonce, on prévoit une matinale, entre autres sur ce sujet, le 25 juin à Blois. Donc l'invitation n'est pas encore partie, elle sera lancée demain ou après-demain, mais vous aurez aussi une rencontre et qui vous permettra d'aller un peu plus en détail sur les solutions béton appliquées aux voiries et aux aménagements urbains, que ce soit du béton drainant ou du béton décoratif, et montrer comment ces solutions répondent aussi de manière plus détaillée aux impératifs du changement climatique. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, les bétons dits drainants ou poreux sont peu connus des maîtrises d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre. Et aujourd'hui, elles sont disponibles et elles sont accessibles sur tout le territoire. Et elles permettent notamment de travailler à leur échelle sur la désimperméabilisation des sols et de recréer des surfaces perméables et accessibles aussi à tous et à toutes. Elles travaillent avec des structures dites, c'est un mode dit à structure ouverte, puisqu'on a plus de vide, on a moins de sable, plus de cailloux, et donc les 15 à 30% de vide qu'on va mettre dans la partie béton permettent en fait de laisser ruisseler les eaux pluviales à la parcelle, et donc de faciliter l'écoulement des eaux pluviales dans une logique de gestion intégrée des eaux pluviales, de GDIEP pour les initiés, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour toutes les collectivités et tous les maîtrises d'ouvrage. Elles permettent donc, comme on le dit, comme je disais, de maintenir la connexion pour l'eau entre la surface et le revêtement du sol. Elles permettent notamment de réduire le coût de traitement de l'eau et les risques d'inondation, on y reviendra juste après. Elles permettent d'alimenter davantage les nappes phréatiques
et d'abaisser aussi la température de l'air, puisque toutes les eaux stockées dans les bétons drainants, en fait, permettent de libérer de la fraîcheur en été et donc de réduire de quelques degrés les températures dans nos centres-villes, ce qui est un vrai enjeu dans les périodes de réchauffement climatique que l'on connaît et que l'on va de plus en plus connaître malheureusement dans les années à venir. Euh, donc là, vous avez un graphique qui vous permet de différencier les différents niveaux de pluie et de pluviométrie, et puis l'adaptation d'un dispositif avec un béton dit drainant ou poreux sur vos sols. En période de pluie faible ou moyenne, les bétons drainants vous permettent notamment de mieux gérer le ruissellement par infiltration. Et plus on va aller sur des pluies fortes et extrêmes, plus le béton drainant ou poreux va vous permettre en fait de réduire les risques d'inondation et de faciliter l'écoulement des eaux pluviales à la partielle, avec une capacité à absorber l'eau et à la remettre directement dans le milieu naturel qui est assez forte. Là, on va dire quand vous avez au milieu, là, quand vous avez des pluies fortes à très fortes, hein, le risque d'inondation de vos parcelles est fortement affaibli. Il n'est pas complètement absent, mais il est fortement réduit. Et évidemment, donc en cas de pluie extrême, idem, il permet donc de limiter les conséquences des inondations. Le béton drainant, aujourd'hui, c'est une solution qui est maîtrisée par nos professionnels, mais qui nécessite d'avoir des entreprises qui maîtrisent aussi ces bétons d'un point de vue mise en œuvre. Donc, faire attention à la sous-traitance et aux personnes et aux entreprises qui vont mettre en œuvre les bétons drainants, puisque c'est un savoir-faire qui doit être maîtrisé de la part des professionnels. Et malheureusement, les quelques cas et retours d'expérience plutôt négatifs que l'on a pu avoir sur ces solutions sont liés notamment au fait que parfois les entreprises ne maîtrisent pas bien cette technologie. Donc la partie prescription et accompagnement dans la mise en œuvre de ces bétons doit être bien maîtrisée. Là, vous avez quelques exemples qu'on vous a mis donc d'aménagement en béton drainant qui doivent être nécessairement couplés avec d'autres solutions. Le béton ne se suffit pas lui-même. Par exemple, vous pouvez mêler vos bétons drainants avec des noues pour faciliter écoulement des eaux pluviales et puis infiltration à la parcelle à travers de la végétation. Les bétons drainants s'appliquent aussi très bien donc, à des pistes cyclables, à des parkings par exemple, et aussi à des trottoirs, des aménagements publics comme vous les avez à l'écran, à des cours d'école, à des équipements publics. D'une manière générale, aujourd'hui, les bétons drainants s'appliquent parfaitement sur toutes les solutions et revêtements qui ne sont pas structurels, puisque à partir du moment où vous avez une partie de vide dans vos bétons, ils résistent moins à la pression et donc à la partie structurelle est moins et pas aujourd'hui, en tout cas, mature pour le développement des bétons drainants. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas dans 5, 10, 20 ans, mais aujourd'hui et à date, ce n'est pas quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par l'ensemble des producteurs de béton prêts à l'emploi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on pourrait y revenir juste après. Et je finis simplement pour vous présenter en 2 slides nos outils et les prochaines rencontres qu'on vous propose sur le territoire. Premier élément, pour aller plus loin sur la partie qu'on vous a présentée avec Stéphane, le SNBPE organise à travers toute la France des rencontres RE 2020 qui permettent donc d'aller plus loin sur ce qu'on vous a présenté à travers le, sur la décarbonation du matériau béton appliqué au secteur de la construction. Là, on vous a fait une mini rencontre RE 2020, mais dans les présentations qu'on fait avec Stéphane de manière plus poussée, on en a plutôt pour 2h30 à 3h. La dernière qu'on a fait à Angers avec 50 participants montre aussi de l'intérêt grandissant pour ces rencontres. Il y en a plus d'une douzaine à travers la France. Si vous scannez le QR code qui s'affiche à l'écran, vous avez directement le lien d'inscription. Et on en fera également une à Bourges le 30 septembre et normalement une à Orléans également le 22 septembre sur la région. Sachez également, comme je vous le disais juste avant, qu'on propose également des matinales techniques sur certains sujets spécifiques. On en a notamment une qui doit se tenir sur les solutions de béton appliquées aux voiries et aux aménagements urbains le 25 juin à Blois. L'invitation n'est pas encore partie, mais elle le sera d'ici demain ou après-demain. Et nous pourrons vous la relayer avec Envirobat si vous souhaitez y participer. Bien évidemment, toutes ces rencontres sont gratuites et simplement sur inscription. Rapidement également, dans les outils disponibles via le SNBPE, vous avez des guides sur l'évolution de la norme. Vous avez également un guide qui est en cours de publication sur construire en béton, la construction en béton à empreinte carbone réduite en lien avec l'évolution de la norme. Et évidemment, vous avez notre configurateur Betty qui est aujourd'hui qui est connu et reconnu et sur lequel on peut aussi vous accompagner dans le cadre du SNBPE.
pour aller plus loin sur votre appropriation de cet outil. Et enfin, dans les outils qu'on vous propose, sachez qu'en fonction des demandes et des besoins que vous pouvez avoir, on peut organiser des réunions d'information ou des formations à votre demande pour aller plus loin sur ces sujets liés à la décarbonation. On a également des outils à travers des ateliers de 45 minutes que peut vous proposer pour vous former à la décarbonation du matériau béton. On a également organisé récemment un webinaire avec l'Union des bailleurs sociaux de la région. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aller plus loin sur ces sujets. Et également, n'hésitez pas à consulter la page infociment.fr/béton sur laquelle vous avez un certain nombre de ressources documentaires sur l'évolution de la norme et différents retours d'expérience qui sont valorisés. N'hésitez pas à consulter ce centre de ressources qui est très bien dimensionné, très bien pensé et qui vous permet d'aller plus loin sur des retours d'expérience et des premiers contacts. J'en ai fini pour ma part. On va pouvoir prendre donc une dizaine de minutes pour répondre aux différentes questions-réponses que vous pouvez avoir. Et on remercie déjà l'attention qui a été portée à nos propos. Oui, oui, très juste. Déjà, vous remercier aussi pour votre participation. Merci aussi à Envirobat qui nous a permis de faire ce webinaire. Et pour répondre à la première question de Xavier, elle se tiendra a priori à Bourges, la rencontre Romain 20 à la FFB. FFB du Cher. Voilà. Comment on traite les questions? Parce que moi, j'ai pas les questions Alors, là, qui arrivent. voilà, je vais reprendre si vous voulez, vous refaire Je veux un petit bien. récap des questions. Euh, donc au début du webinaire, on a une question, l'enfouissement du CO2 n'est-il pas un mirage au regard du coût et de l'efficacité de cette option à l'échelle qui serait nécessaire? Alors, c'est non parce que c'est un enjeu majeur. Alors, ce serait un peu long de répondre longuement à la question, mais j'aurais plaisir à y rentrer plus en détail avec l'interlocuteur qui souhaiterait en savoir davantage. Euh, L'enjeu par rapport à l'objectif 2050 et au parcours qui reste à accomplir nécessite véritablement de capter ce CO2 et il y a des potentiels de valorisation derrière qui peuvent être assez significatifs. Aujourd'hui, pas complètement matures industriellement, c'est ça la difficulté, mais c'est une voie à laquelle on ne semble pas pouvoir déroger. Je pourrais justifier plus longuement, mais c'est un petit peu long, alors j'ai peur de ne pas pouvoir répondre aux autres questions. Peut-on contacter ponctuellement dans le cadre de nos projets pour des optimisations significatives sur certains projets ou pour la réalisation de fiches configurées? Alors pour les conseils génériques, nous, chez Simbéton, on en donne couramment, on redonne de l'information. Il nous arrive même d'accompagner certains interlocuteurs pour faciliter le dialogue au sein de l'équipe d'un projet. Pour la deuxième partie, je laisse la parole à Pierre-Yves. Sur ce sujet-là, vous pouvez également nous contacter pour que nous, on vous présente Betty et comment se l'approprier, comment l'utiliser pour pouvoir justement générer des FDES qui vont être le plus optimisés. Puis n'hésitez pas aussi à solliciter vos producteurs de béton qui sont en capacité de vous aider sur le territoire, qui connaissent leurs produits, qui connaissent leurs matériaux, qui connaissent Betty, bien évidemment, et qui seront aussi en capacité de vous accompagner de façon plus précise et plus détaillée à partir de leurs solutions et qui se feront un plaisir, a priori, de vous répondre. Je pense qu'il n'est pas vraiment une question, mais malgré tout, plutôt une affirmation à laquelle vous pourrez peut-être répondre. Il vaut mieux prendre du local plutôt que du biosourcé. Nous obtenons de meilleurs scores en ACV. Vrai, pas vrai? C'est évidemment intéressant le local, pas simplement pour l'impact environnemental d'ailleurs, pour l'emploi, pour tout un tas de choses. Après, il faut trouver la bonne valeur. Et voilà, encore comme l'a dit Pierre-Yves, on n'est pas hostile au biosourcé, entendons-nous bien. Il faut trouver le bon équilibre en fonction du projet. Faire une maison individuelle ou un hôpital de 12 000 mètres carrés, ça se gère pas de la même façon. Ça n'a pas les mêmes enjeux de sécurité et de performance et de durabilité. L'enjeu, c'est d'utiliser les bons procédés. Et l'avantage, la grande force du béton, c'est en dehors de tous les efforts de décarbonation qu'on vous a présentés, c'est évidemment d'être un produit de proximité, toujours en tout état de cause. Et en a ajouté. Je suis parfaitement en phase avec Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, J'ai a une priori, ce question. que je suis en train de...
J'avais vu juste une question passer tout à l'heure, je crois, c'est le surfeur d'argent qui posait une question sur les lots techniques et la prise en compte forfaitaire. C'est un petit détail un peu technique de calcul de l'ARE 2020. Effectivement, dans les calculs que je vous ai présentés, on applique l'ARE telle qu'elle est aujourd'hui, donc avec des valeurs forfaitaires, ce que l'on ne trouve pas de plus pertinent. Il y a effectivement la possibilité de modéliser les lots techniques avec des choses plus détaillées. D'abord, ça demande plus de temps, c'est plus compliqué, c'est en règle générale pas ce qui se fait dans les applications des projets. Donc nous, on est resté sur des applications forfaitaires. Voilà, je réponds juste à cette question, mais il y a une piste d'amélioration là, évidemment. Je rebondis aussi à l'intervention de Céline qui nous dit qu'il est difficile de changer les habitudes des bureaux d'études, ce qui est factuellement vrai. Et nous, on est là aussi pour accompagner l'ensemble des acteurs, pour aussi faire le travail de veille et les accompagner sur la valorisation des solutions nouvelles qui existent, et qui sont pas toujours d'ailleurs tout à fait toujours très nouvelles, mais qui n'ont pas forcément été mises en valeur. Et notre rôle en termes de syndicat, en lien avec nos adhérents, c'est aussi de porter à connaissance toutes les évolutions du secteur, comme on le fait dans le cadre de ce webinaire, pour que l'information se diffuse, infuse, et que des solutions qui apparaissent comme nouvelles aujourd'hui, demain, deviennent une nouvelle norme. On parle de béton moins carboné. Aujourd'hui, c'est des choses qui semblent nouvelles pour beaucoup, mais que l'on veut devenir coutumières dans les années à venir. Non, mais l'enjeu, c'est, ouais, tu l'as dit, c'est effectivement que tout le monde change un petit peu. Donc les industriels, les producteurs, et puis cette évolution-là, on apprend tous un peu depuis 2022. Il y a des choses à changer. Certains l'ont changé plus vite que d'autres parce qu'ils ont été plus rapidement mis en situation de le faire. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est que ça se diffuse, que les métiers de la maîtrise d'œuvre et de la mise en œuvre soient en phase. On accompagne aussi aujourd'hui les évolutions des textes de référence comme les DTU. Donc c'est une démarche collective à laquelle on essaye de prendre une part très active, mais on a évidemment besoin de tous les acteurs pour que cette décarbonation-là soit au rendez-vous. Certains y sont déjà, d'autres pas encore. On essaye d'accompagner ceux qui n'y sont pas encore. Et on remercie ceux qui y sont déjà. Avec plaisir, Nelly, pour pouvoir intervenir et répondre à vos questions que vous pourrez avoir dans le cadre de votre réunion. Et avec Stéphane, on se fera un plaisir de se rendre disponible pour vous. Et merci encore à toutes et à tous. Juste une petite addition, c'est que la prochaine étude, celle qu'on est en train de mener actuellement, donnera une analyse des seuils 2028, mais aussi un focus sur le confort d'été, qui nous paraît être une préoccupation qui va aller grandissante. Et on voudrait essayer de bien mieux saisir les bons comportements des parois en confort d'été. Évidemment, ça concerne plutôt le sud et un petit peu moins encore aujourd'hui, comme tu l'as dit, Pierre-Yves, le centre Val-de-Loire, mais Mm. on a tous subi des températures un peu délicates l'été encore dernier, et je pense que c'est un phénomène que malheureusement nous allons subir de plus en plus souvent. On a la question de Claude Stéphane qui est apparue dans le chat. Comment vous situez-vous par rapport à Carbon Care au niveau européen? Est-ce que tu saurais apporter quelques éléments de réponse sur ce point? Oui, ben on a des démarches qui sont parallèles ou qui convergent en partie avec ces solutions-là. Il y a un énorme élan qui est collectif au niveau de toute l'industrie cimentière européenne. Donc il y a des choses qui se superposent en partie, mais il faudrait avoir un petit peu le temps de développer, éventuellement. J'ai même si vous souhaitez en savoir plus, il y a, au sein de Simbéton, on a une correspondante sur vraiment tous les aspects de décarbonation industrielle, donc strictement au niveau des sites qui relèvent des ETS, notamment si ça vous parle un peu, de tout ce qui se passe au niveau des sites industriels et ce au niveau européen. Donc n'hésitez pas à contacter Simbéton si vous voulez en savoir davantage. Merci. Pour éviter le carbone, c'est mettre moins, on est d'accord. On peut mettre des parois plus minces aussi. Mm. On est parfait en termes de timing. Il est quasiment 12h30, 12h29. A priori, on n'a plus de questions non plus.
Je, je vous propose de conclure. Je remercie toutes les participantes et participants. Merci à Florence, Pierre-Yves et Stéphane pour la présentation. Merci à SNBPE et à Simbéton. Pour répétition, effectivement, vous pouvez retrouver tout le webinaire sur notre chaîne YouTube. Bonne journée, bon appétit à tous. Florence, tu veux peut-être dire un dernier mot ou c'est bon? Non, non, merci à tout le monde. J'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient de très loin, donc c'est un sujet qui concerne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et oui, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube de Envirobat pour le suivre et de contacter Pierre-Yves ou Stéphane pour compléter vos questions. Merci à tout le monde. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. À bientôt.